cette édition. Donc aujourd'hui, en fait, je voulais parler je vous partagerai les petites images que j'ai faites après, mais aujourd'hui, je voudrais parler donc toujours des protéines, mais un peu plus dans l'application concrète, avec la question parce que là, on a parlé des quantités pour l'instant, en détail la dernière fois. Donc c'était quoi? C'était jeudi, je crois. Et aujourd'hui, en fait, je voudrais parler de plutôt qualité des protéines, ou plutôt de la qualité de l'absorption des protéines. Alors, le sujet des protéines en poudre, c'est un sujet à part entière. Donc, j'en parlerai un peu plus tard. Je ferai une vidéo rien que pour ça. Là, je vais juste dire rapidement, peut-être un ou deux mots sur les protéines en poudre, mais ce ne sera pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de la protéine des aliments entiers. D'accord? Donc, si jamais juste à savoir que les personnes qui consomment déjà des protéines en poudre, il faut les compter dans la quantité de protéines. Vous savez, quand on a parlé la dernière fois des quantités, c'est clair que si on consomme des protéines en poudre, il faut les compter dans la quantité sur la journée consommée. OK? Donc, bien sûr, elles comptent dans le total. Ensuite, par rapport aux besoins, peu importe, mais ça j'en parlerai plus tard. Donc maintenant, il y a quelques petits trucs que je voudrais rentrer là dans le vif du sujet d'aujourd'hui. C'est que pour la qualité des protéines, en fait, il y a, je ne sais pas combien, mais il y a beaucoup de critères qui rentrent en compte dans le choix des sources de protéines. Au-delà du simple critère protéines végétales, protéines animales, hein, il y a d'autres critères qui sont importants à prendre en compte pour mesurer ce qu'on appelle la qualité en fait de la protéine. Il faut d'abord qu'elle soit biodisponible, ça c'est important, et ensuite connaître leur profil en acides aminés, puisque c'est deux choses différentes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire biodisponible? C'est simplement la digestibilité des protéines, ce qui est important, hein, puisque si vous ne digérez pas ou n'assimilez pas les protéines, il y a deux personnes qui veulent entrer. Je crois que je vous ai mis co-animateur, si jamais il y a du monde qui arrive, comme ça vous pourrez les faire entrer. Bon, sinon, soyez les bienvenus. Donc, je disais, la biodisponibilité, c'est quand on arrive à digérer et à assimiler les protéines de l'aliment que vous avalez. Et si bien sûr la biodisponibilité n'est pas utile, enfin n'est pas forte, c'est pas utile de les manger en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Si on mange une protéine alors que la protéine n'est pas du tout assimilée ou que l'acide aminé n'est pas assimilé, ça ne sert à rien de le manger. Et donc sur cet aspect-là, eh bien en fait, les sources végétales, à commencer par les légumineuses, parce que c'est les plus fortes, contiennent ce qu'on appelle des antinutriments. Alors je pense que vous en avez déjà entendu parler, j'ai déjà dû vous le dire, notamment par rapport aux amandes qu'il faut tremper ou aux choses comme ça. Eh bien c'est pareil pour les légumineuses. Les antinutriments des légumineuses, en fait, elles contiennent ce qu'on appelle, c'est un terme un peu scientifique peut-être, c'est des inhibiteurs de trypsine. Donc, il y a les phytates que vous connaissez tous, dont on parle très facilement, qui sont dissous dans l'eau quand on les fait tremper. Certains tanins, pareil, ça se dissout dans l'eau. Par contre, les inhibiteurs de trypsine, ça ne s'enlève qu'à la cuisson. Et c'est pour ça que c'est important de cuire les légumineuses. Et ça va diminuer la digestibilité de la légumineuse. D'ailleurs, vous avez certaines personnes qui disent que quand elles mangent des légumineuses, elles sont ballonnées, gonflées, voire elles ont mal au ventre, etc. C'est parce que la légumineuse n'a pas été assez préparée avant. Donc, il faut savoir que le trempage et la cuisson, ça diminue la concentration de ces antinutriments. Par contre, à savoir que pour tous ceux qui consommeraient que des protéines végétales et en poudre, dont on parlait tout à l'heure, la fabrication des protéines végétales en poudre, donc en général, celles qui sont à base de pois,
à base de riz, à base de chanvre ou à base de soja, qui sont donc des bases légumineuses, d'accord? Eh bien, en général, sont extrêmement bien filtrés et ne contiennent pas, voire pour les moins bonnes en qualité, contiennent peu d'inhibiteurs. Parce qu'en fait, elles sont correctement préparées et elles sont préparées à cru et puis pour certaines, elles sont chauffées sur du long terme. Voilà pourquoi on a cette qualité au niveau des protéines en poudre. Ensuite, donc, si je veux être claire jusqu'au bout et parler de nos poudres à nous, elles n'ont pas du tout, elles sont à 0, et ça c'est inscrit sur les étiquettes et sur les boîtes, elles sont à 0 inhibiteur, 0 phytate et 0… ça y est, j'ai oublié le mot, mais c'est pas grave, il n'y a aucun problème. Voilà, ça résout tout en étant plus simple. Elles sont parfaites. Voilà, plus du tout d'antinutriments. En tout cas, maintenant, les aliments entiers. Qu'est-ce qui fait que les produits animaliers ont une digestibilité parfois supérieure à plus de 90%, alors que la digestibilité des plantes, elle va être plutôt entre 60 et 85%, 90% pour certains. Alors, je vais vous montrer le graphique, je crois que c'est ce qu'il y a de mieux. Je vais vous partager mon écran. Tchoc, tchoc, tchoc. Alors, comment je partage mon écran? Là. Voilà, vous me dites si c'est bon, si c'est arrivé devant vos yeux. Ah, ça peut être fermé. Ça aussi. Alors, dites-moi, est-ce que vous voyez la digestibilité des différentes sources de protéines? C'est là, on l'a. Super, génial. Donc, sur ce graphique-là que je vous partage, puis le deuxième critère, en fait, c'est ce qu'on appelle le profil des acides aminés par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, comme je vous l'ai déjà dit la dernière fois, je crois, dans la vidéo sur les protéines, ce sont des longues chaînes d'acides aminés qui sont en fait découpées pendant la digestion dans l'estomac, dans notre corps. Et notre corps n'a pas besoin de toutes ces protéines. Il a besoin des acides aminés. Alors, il en existe 20, vous le savez maintenant, dont il y en a 9 qui sont en fait considérés comme essentiels. Donc, c'est ce que j'ai expliqué lors de la dernière vidéo. Et chaque aliment a une concentration différente de chacun de ces acides aminés. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est qu'ils soient riches en ces 9 acides aminés essentiels, puisque les 11 autres, en fait, notre corps, notre organisme les fabrique. Il sait les produire. Donc, ça ne sert pas à grand-chose de connaître les 11 autres acides aminés s'ils en contiennent. Donc, comme on peut le voir là sur le graphique, la concentration en fait en acides aminés essentiels par rapport à la quantité totale de protéines du produit, eh bien, de l'aliment plutôt, est en moyenne plus élevée dans les sources animales que dans les sources végétales. Et dans ces acides aminés, il y en a un qui va nous intéresser plus spécifiquement. C'est ce qu'on appelle la leucine. Et c'est ce qui est très intéressant dans nos protéines à nous, parce que toutes en contiennent. Et c'est surtout intéressant, la leucine, en fait, pour les sportifs. Alors, pourquoi? Parce que la leucine, en fait, c'est un signal important pour l'anabolisme musculaire. En gros, si je veux être général, il en faut suffisamment pour fabriquer de nouveaux muscles, déjà, pendant l'effort. Et la différence, elle est moins flagrante entre la source animale et la source végétale au niveau digestibilité de la leucine. Alors, je l'ai mis dans le tableau suivant. Voilà. Sauf pour les protéines laitières, en fait. Donc, regardez, si on regarde le taux de leucine assimilé au niveau des végétaux par rapport
au niveau des animaux, la différence, elle est très faible. Elle est de 40 à 45%. Sauf pour les protéines laitières. Vous les voyez là? Caséine, lait de vache, whey. Voilà. Notamment donc pour la fameuse whey, qui est la protéine en fait du petit lait, bien connue des sportifs, qui est quasi équivalente en fait au niveau du maïs, au niveau absorption. Alors, je l'ai pas, j'ai sur le tableau suivant, je crois. Voilà. Ça, c'est la valeur d'absorption de la leucine. Ah oui, alors j'ai mangé un tableau. Teneur en acides aminés essentiels. Oui, alors la différence entre mes tableaux, c'était ça. Là, c'est source de protéines par rapport à la digestion, d'accord, par rapport à la séquence en acides aminés dans l'estomac. Ici, on a la contenance ou le contenu, on va dire plutôt, des acides aminés essentiels entre les produits animaliers et les produits végétaux. Et là, particulièrement la leucine, celle qui nous intéresse au niveau du sport et de la fabrication du tissu musculaire. Donc, comme je viens de vous le dire, en fait, vous avez dû remarquer que la teneur était élevée pour le maïs. La seule différence, c'est que la quantité totale de protéines dans le maïs, qui est contenue dans le maïs, elle est beaucoup plus faible que celle qui est contenue dans la whey, par exemple, ou les produits animaliers, puisque le maïs ne contient que 3 grammes de protéines au 100 grammes. Donc forcément, pour consommer suffisamment de leucine, il va falloir consommer beaucoup de maïs pour avoir un apport correct, en fait. Enfin, visuellement, la différence, elle est flagrante. Hein. Si on veut avoir nos 2 à 5 grammes de leucine par jour, il va falloir qu'on mange 300 à 400 grammes de maïs. Bon, l'inconvénient, c'est que dans le maïs, il y a aussi beaucoup de glucides. Donc, c'est gênant de manger 500 grammes de maïs par jour parce que ça fait beaucoup de calories, en fait. Voilà. Mais sinon, vous avez de la leucine dans quasiment tout au niveau absorption et au niveau musculaire. Ça, c'est important par rapport aux sportifs parce qu'on a des sportifs qui pensent être limités en acides aminés par rapport au végétalisme ou au végétarisme. Voilà. Alors qu'en fait, tous les végétaux vont leur apporter et vont leur permettre une synthèse protéique au niveau de leur corps et notamment dans leurs muscles, comme ici, la leucine. Après, qu'est-ce qui est important aussi pour le corps dans les acides aminés et que l'on va trouver, enfin, les questions qu'on va se poser, c'est par exemple les céréales qui ont un apport cette fois en lysine trop faible pour faire une belle équivalence avec la protéine animale ou la protéine de graines. Alors, je vais vous montrer un petit peu, voilà, sur pourquoi c'est important de varier les sources de protéines végétales, surtout quand on est végétalien. Donc, en fait, dans les céréales, alors bon, que ce soit, je vais essayer d'être plus synthétique, plus clair. Que ce soit les céréales, les oléagineux, les graines, vous avez les acides aminés partout. Par contre, les 9 acides aminés essentiels partout. Par contre, ils sont en quantité absorbable différente. C'est ça qu'il faut retenir. Et dans la céréale, il en manque un qui s'appelle la lysine, mais qu'on va retrouver dans les graines et dans les oléagineux. Les légumineuses, elles, par contre, elles sont pauvres, pardon, aussi en méthionine et en cystéine. D'où la fameuse association ou phrase courante que vous avez tous déjà entendu dire maintes et maintes fois, qu'on conseille de manger des céréales en association à la légumineuse. Alors, c'est quelque chose qui est très, très connu chez les végétariens et chez les végétaliens, ceux qu'on appelle aussi les véganes, même si pour moi, c'est un style de vie plutôt qu'un type alimentaire. Mais vous pouvez aussi le retrouver dans nombreux plats de régions ou plats traditionnels où la viande, en fait, n'était pas le premier critère de choix de ces préparations.
Donc, pour simplifier tous ces critères de protéines, là, je vous montre par exemple sur ce petit schéma, on a l'association entre deux protéines identiques, ce qui fait que, enfin, deux acides aminés identiques, deux sources de protéines végétales identiques, et donc on n'obtient pas une bonne construction ni musculaire ni des organes. Alors que quand vous combinez, donc par exemple, les protéines contenues dans les céréales avec les protéines contenues dans les oléagineux ou dans les graines ou dans les légumineuses, vous allez obtenir une belle brique de construction. D'accord ? Il y a plusieurs années maintenant, on a créé ce qu'on appelle le SCCD. C'est un logo, si je traduis ces lettres en mots, ça fait le score chimique corrigé de la digestibilité. Ça a été créé justement pour les végétaliens et les végétariens parce que ça prend en compte à la fois la digestibilité de la protéine et sa teneur en acides aminés. Et on sait, alors ce score-là, il va de 0 à 1, 1 étant bien sûr Ah, j'ai été coupée? Non, c'est tout bon? Vous avez réussi à interagir sans moi? Super. Donc, je vous disais ce score qui va de 0 à 1, 1 étant bien sûr le meilleur score. Je dois avoir un tableau, je vais vous montrer ça. Voilà. Donc, l'assimilation, en fait, comme vous pouvez le voir là sur ce tableau, la meilleure note, ça va bien sûr aux extraits de protéines, ça c'est logique, que ce soit laitières, puisqu'elles n'ont pas de lactose dedans, ou protéines de soja, ce qui est normal en fait, puisqu'on a enlevé tout le reste, tout ce qui peut diminuer la digestibilité de ces aliments, comme les antinutriments dans le soja, ou le lactose dans les produits laitiers, ou bien le jaune d'œuf dans le blanc d'œuf. Qui est en fait un gras qui fait baisser l'assimilation en protéines. C'est pour ça qu'il y a certains sportifs qui mangent que des blancs d'œufs, d'ailleurs. Voilà, donc ça, ce n'est pas des aliments complets, donc on va les mettre à part. C'est normal qu'ils ont le taux 1. Par contre, quand on regarde dans les aliments complets, les aliments entiers, c'est l'œuf qui est le mieux placé tout de même. Et ensuite viennent la viande, le poisson, qui vont avoir un score élevé, avec le soja, qui est de loin d'ailleurs la protéine végétale la mieux placée. Et ces chiffres, en fait, ils vous permettent de mieux comprendre, je veux dire, par exemple, que les céréales ne peuvent pas être une source primaire. Quand je dis primaire, je veux dire première, enfin unique, correcte de protéines, parce que entre une digestibilité moyenne et un déséquilibre dans leur acide aminé, par contre, dans les aliments entiers, on va avoir par exemple certains légumes secs comme le pois chiche, qui va avoir une digestibilité et une assimilation assez élevée et intéressante. D'accord? Est-ce que ça va? Vous en sortez avec tous ces chiffres? Je suis pas trop… N'hésitez pas à me couper si vous sentez que vous êtes perdu. D'accord? Ok. Alors, on continue. Toujours dans les chiffres. Maintenant, la teneur en protéines des différentes sources. Donc, pour terminer là-dessus, en fait, la différence entre les protéines animales et les protéines végétales, comme je l'ai dit, comme je viens juste de le dire, en fait, chaque source va être plus ou moins riche en certains acides aminés. Et sur le graphique que je vous ai montré tout à l'heure, les carrés représentaient les acides aminés, et donc il faut faire l'association des deux. Quand on est végétalien et quand on est végétarien, le plus simple, c'est vraiment d'avoir un mode de vie où on peut tout simplement, pas forcément consommer et à la fois les céréales et les légumes dans le même temps, mais l'étaler sur la journée. En fait,
l'assimilation des acides aminés se fait sur 42 à 44 heures. Donc, vous avez largement le temps d'avoir tous les acides aminés sur votre journée. Ensuite, si vous regardez les plats préparés dans nombre de pays, vous allez voir que ces assimilations ont été faites naturellement. Par exemple, dans les pays asiatiques, on associe très volontiers le riz et le soja. Au Mexique, on va faire des plats avec riz, haricots, maïs. Dans les pays d'Afrique du Nord, on va faire couscous, pois chiches. Voilà. Et alors qu'il n'y a pas de viande forcément dans les plats, vous allez avoir votre taux d'acides aminés correct. Donc, les associations et les variétés sont importantes au niveau de l'alimentation totale. Ça, c'est quand vous regardez vos repas sur la semaine. Maintenant, le taux de protéines selon les différentes sources. Donc, pas forcément au cours du même repas, mais au cours de la journée. Il faut savoir que pour les non-végétariens, donc les omnivores, entre guillemets, la question de savoir combien de viande manger par jour ou combien de viande manger à la semaine, il faut savoir que pour couvrir tous les besoins en acides aminés, on a uniquement besoin, si on est mangeur de viande, d'accord, et qu'on ne fait pas attention forcément à son taux d'acides aminés sur la semaine, de 160 à 180 grammes de viande par semaine pour avoir tous les acides aminés suffisants pour la semaine. Donc, c'est très, très, très faible en fait, parce qu'après, le corps va les dupliquer et les travailler lui-même. Donc, quand vous avez une alimentation végétale à 80% du temps et que vous mangez soit de temps en temps des œufs, soit de temps en temps un morceau de poisson ou un morceau de viande, eh bien, le problème de la leucine qu'on évoquait tout à l'heure va s'envoler en fait. Là, ceux qui doivent le plus travailler sur ces apports en leucine, ce sont les sportifs de haut niveau, notamment qui travaillent sur des sports de force, des sports de musculation ou des sports un peu alternatifs, vous savez, type crossfit. Pourquoi? Parce qu'ils vont être des gros consommateurs de leucine, donc de cet acide aminé-là qui est important pour la construction musculaire. Et donc, je m'adresse avant tout aux végétaliens et enfin aux véganes ou aux végétariens. Là, ils ont 3 possibilités pour pouvoir combler leur taux d'acides aminés, qui sont compatibles mutuellement d'ailleurs, pas forcément exclusivement. Soit d'augmenter la quantité globale des protéines pour couvrir en fait plus facilement les besoins, même si ça m'est difficile de donner un chiffre exact en fait pour chacun d'entre vous là, on est vraiment individuel, hein. Mais pour les végétaliens stricts, si on va dire si par exemple un homme ne consomme donc ni œufs ni produits laitiers, un végétalien strict, d'accord, qui pratique un sport de manière régulière, c'est-à-dire plus de 3 fois par semaine à soulever du poids, du lourd, c'est conseillé de consommer à peu près 20% de plus de protéines par rapport à son alimentation classique ou celle que l'on a vue jeudi dernier, qui est déjà une bonne stratégie. Donc, ça veut dire que si, par exemple, je ne sais pas, vous aviez calculé qu'il vous fallait 100 grammes de protéines par jour, eh bien, pour un vegan qui fait des sports de poids, de force, on va arriver à 120 grammes de protéines par jour pour être sûr qu'il ait son quota de récupération physique avec la leucine. Après, il y a beaucoup de possibilités, comme par exemple manger beaucoup de maïs. Bon, le souci, je vous l'ai dit, hein, c'est que la teneur totale en protéines de cette plante, elle est vraiment très faible. Donc, c'est plus, vous allez augmenter votre taux de glucides, ce qui n'est pas terrible et pas très réaliste non plus. Pour les végétariens et végétaliens, c'est de consommer un peu de blanc d'œuf. Ça peut être une bonne idée. Et puis sinon, moi, je vous oriente vers la protéine végétale en poudre d'extrêmement bonne qualité, puisque vous allez atteindre les quantités de 2 à 5 grammes de leucine utiles par jour. Après, il y a
Une autre solution peut-être qui s'adresse encore une fois aux sportifs de force véganes, ce sera de se supplémenter uniquement en leucine. Mais bon, ça, j'en reparlerai plus tard quand on fera la partie sur les compléments alimentaires. Donc, voilà. Après, donc sur ce tableau, vous avez et la répartition des protéines et la répartition en kilocalories pour 100 grammes, sachant que vous pouvez observer que les kilocalories des lentilles, pois chiches, etc. sont forcément un peu plus élevées que les kilocalories pour 100 grammes des viandes, etc. Forcément, puisqu'il vous en faut un petit peu plus à la cuisson pour absorber les protéines. Sauf bien sûr le soja, comme le tofu ou le tempeh, qui reviennent exactement à la même chose que la viande. Alors, c'est parce qu'on n'a pas mis les sarrasins dans le tableau, parce que sinon, le sarrasin et le quinoa, on aurait aussi les mêmes valeurs que pour les lentilles, pas les lentilles, mais le tofu, le tempeh et le soja. L'inconvénient, bien sûr, des protéines dans les viandes et le poisson, ce sont les graisses saturées. C'est pour ça que ça ne doit pas non plus être une source primaire. Ça doit bien rester du secondaire et faire des associations sur la semaine. Un autre tableau qui n'empêche en rien de consommer une petite partie, si vous le souhaitez, si vous êtes raisonnable, dans tout ce qui est produits laitiers, parce que je sais qu'il y a beaucoup de petits déjeuners chez nous qui sont composés avec des yaourts, des fromages blancs, etc. Ça peut être justement judicieux de mélanger là aussi les sources de protéines avec, je sais pas moi, un fromage blanc ou un yaourt au soja, avec quelques amandes, quelques graines de chanvre, quelques flocons d'avoine, voilà, avec un peu plus de fruits frais et puis des protéines végétales. Vous allez me dire que pour les omnivores, pourquoi se compliquer la vie et pas manger que des sources animales? Eh bien, parce que au-delà de ce que je viens de présenter, qui est un faible taux en calories, il y a d'autres composants dans ces aliments, notamment dans la viande rouge, alors c'est sûr, il y a des nutriments comme les minéraux qui sont bien absorbés, qui sont intéressants, mais il y a aussi, je vous disais, des graisses saturées, mais il y a aussi d'autres molécules dont on parlera mercredi dans la prochaine vidéo, qui peuvent poser problème en fait, notamment des problèmes de santé quand on en mange en trop grande quantité sur la semaine. Et c'est aussi pareil pour mais là c'est à notre insu, pour les gros poissons gras comme je sais pas, le thon, l'espadon, des choses comme ça, parce que c'est le problème de la pollution avec les métaux lourds qui va se poser là. Et c'est la raison pour laquelle en fait on conseille plutôt de manger des petits poissons gras comme je sais pas, la sardine, les anchois, les maquereaux. Mais là, il y a un autre problème qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, en fait, les océans et les mers sont remplis de microparticules de plastique. Et c'est plus les métaux lourds, c'est les petits poissons gras, eux, sont envahis par les petites billes de plastique. Voilà, donc c'est des problèmes de pollution. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas en manger tous les jours ni toutes les semaines, même si c'est bon pour la santé. Donc voilà, un petit peu pour les aliments complets. Je vous disais, les légumineuses sont parfois un peu indigestes. Ils sont classés aussi dans la catégorie, vous entendrez peut-être parler autour de vous, des gens qui vous disent qu'ils sont allergiques. Alors, ce n'est pas une allergie, c'est une non-digestibilité aux FODMAPs. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. En fait, les FODMAPs, c'est exactement les antinutriments dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, quand vous avez un végétarien qui vous dit, ou un végétalien qui vous dit qu'en plus, il est intolérant aux FODMAPs, eh bien, il faut vraiment travailler sur la façon de cuire et de préparer les légumineuses, parce que sinon, il va vous faire de l'opposition complète. Voilà. En fait,
les antinutriments associés aux fibres ne font pas forcément bon ménage dans les intestins. En parlant des fibres, le gros avantage des protéines végétales, c'est qu'elles sont très, très riches en fibres et que tout le monde en a besoin. Donc, c'est pour ça que c'est mieux d'avoir une alimentation très variée et le plus variée possible. Et notamment la protéine végétale qui est 100%, enfin les végétaux qui sont 100% assimilables, et la protéine végétale qui se dégrade en carbone, donc qui est évacuée par les poumons, eh bien, est intéressante à consommer le soir pour ne pas fatiguer le corps à la digestion des protéines animales. Voilà, donc maintenant, les quantités de protéines, ben, vous vous doutez bien que ça ne va pas être la même consommation parce que je vous ai fait des portions recommandées par semaine. Mais si vous faites 100 kilos, ce ne sera pas la même proportion que si vous faites 50 kilos. D'accord? Donc, c'est à adapter. Ce ne sont que des fourchettes indicatives, on va dire, pour rester dans le monde de l'alimentation. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est ultra strict à suivre de façon vraiment à la lettre, quoi. Mais voici une petite idée déjà de la répartition. Au moins, si vous pouviez faire un 70-30, voire pour vraiment les gros mangeurs de viande et de poisson, 50-50 entre les protéines végétales et les protéines animales, pour avoir les avantages de ces deux mondes et puis avoir un avantage santé aussi. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère avoir été assez complète. On partagera vendredi, donc pas vendredi, mercredi, vraiment la santé, autour de la santé des protéines. Pourquoi c'est hyper important d'avoir un apport en protéines au top sur son alimentation. Et puis, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à tous les tableaux que j'ai évoqués, par rapport à tout ce que je vous ai expliqué sur la qualité d'absorption des protéines. Alors, je vais regarder pour fermer l'écran peut-être, que je vous retrouve un peu. Sinon, je ne vous vois plus. Est-ce que vous avez… Ah ben Annie nous a rejoint aussi. Annie, elle va dévorer les formations. Je vous écoute. Vous avez vos micros fermés. Il n'y a personne qui peut causer. Ah si Thérèse, tu peux causer. Mais j'ai rien à dire parce que, alors là, ça m'a dépassé vraiment. Il faut que j'aille revoir le replay, hein, la vidéo. Hein. D'accord. Là, vraiment, c'est complexe pour moi, c'est incroyable. Là, j'ai pas suivi grand-chose. Ouais, oui, j'ai eu du mal. D'accord. Alors, j'ai pris des notes, mais j'irai voir, j'y retournerai. Ça marche. Ça marche, pas de souci. C'est super sympa, très intéressant, malgré que je suis en cours de route et que j'ai essayé de… Parce que j'étais sur l'autre, enfin, je me suis trompée de code de rentrée, enfin bref, c'est… Ah, d'accord. Oui, c'est vrai, les départs sont toujours un peu complexes parce qu'il y a des codes pour chaque atelier. Oui, mais je n'ai pas fait attention horaire, enfin bref, je suis restée sur mon truc, j'ai dit, bon, ça doit être ça, et voilà. Et après, quand j'ai vu personne, au bout d'un moment, j'ai appelé ma coach et elle m'a expliqué. Ben oui. Sinon, Annie, alors c'est quoi votre formation? Alors moi, justement, je suis coach perso.